je vais faire une introduction décalée, parce que je suis une catastrophe ambulante. J'avais prévu des livres sur lesquels m'appuyer. Je les ai oubliés dans la chambre d'hôtel. J'avais pris des notes, je les ai oubliés à la radio. Donc, non, moi, j'ai eu la chance, vraiment, j'utilise ce mot de chance. Comme je disais tout à l'heure, de cette manière, je suis un enfant de l'éducation populaire. Ça a commencé dans un centre, je ne sais même plus comment ça s'appelait, qui dépendait de la caisse d'allocation familiale, et où il y avait une fois par mois un carrefour de la poésie, et où tout le monde pouvait venir partager, lire des poèmes. Voilà. Puis après, il y a plein d'autres histoires avec les CMEA au Festival d'Avignon. Et puis lorsque je suis arrivé à Montpellier, une fois que j'ai démissionné de mon travail de journaliste comme il fallait, au journal de Montpellier, qui est devenu la Gazette de Montpellier, j'ai participé au lancement de la première radio libre, 81, l'Écho des Garrigues, qui existe toujours. Et puis, j'ai créé un magazine culturel sur la région qui s'appelait Strapontin. Et la rencontre s'est faite à ce moment-là avec Peuple et Culture, qui ouvrait, qui démarrait son antenne à Montpellier avec une équipe qui venait de Grenoble. Et donc j'ai baigné dans ce milieu de ce qu'on appelle l'éducation populaire pendant 2 ans, 3 ans. Et je dois dire, voilà, on va sans doute dire des choses très sérieuses, un peu. Je vais dire peut-être quelque chose de politiquement incorrect, mais que le souvenir que je garde de cette période, c'était quelque chose d'extrêmement joyeux. Beaucoup de rire, beaucoup de, j'ose dire, de déconnades, et tout ça quand même en se revendiquant de toute l'histoire de l'éducation populaire, de ce manifeste qui va être, voilà, que vous connaissez, j'imagine, pour la plupart, qui date, voilà, aujourd'hui d'il y a 80 ans, et dont je trouve les mots ont encore un sens aujourd'hui. Peut-être pas le même que le sens qu'il pouvait avoir il y a 80 ans, mais si je lis, la culture n'est pas à distribuer, il faut la vivre ensemble pour la créer. Je trouve que c'est une question qui reste formidablement d'actualité. Et je le dis d'autant plus que, tout en étant journaliste, pendant 10, 15, 20 ans, j'ai été aussi conseiller artistique pour des théâtres, pour des festivals, donc défendant d'une certaine manière voilà, une culture élitiste, voilà, mais en essayant à chaque fois de trouver des articulations avec ce que, j'ai envie de dire, l'éducation populaire a nourri en moi. Voilà. Et c'est possible. Il y a plein de passerelles, de relations possibles. Donc il ne s'agit pas d'opposer forcément une culture instituée avec les fondements de l'éducation populaire, mais de chercher quelles peuvent être leur synergie, quelle peut être, on le disait ce matin à la radio, pour reprendre le titre d'un livre d'Édouard Glissant, une poétique de la relation. Voilà, donc je ne veux pas être trop long, après je ne sais pas si c'est une introduction comme il faut, mais... Merci. Merci pour l'introduction là, décalée. Alors du coup, moi, on m'a demandé une introduction en tant que coordinateur national pour présenter un peu Peuple et Culture. Je trouve l'enjeu un peu gros en se disant il faut que je présente Peuple et Culture. Je me suis dit que je pouvais peut-être le présenter en disant comment est-ce que je présente Peuple et Culture à des copains parce que c'est un peu compliqué de dire moi je travaille dans un mouvement d'éducation populaire. J'ai déjà perdu une partie du groupe, donc du coup de savoir comment j'arrive à présenter ça. Et je pense que Peuple et Culture, c'est un mouvement qui est marqué par plein de choses et qui est déjà marqué par son histoire. C'est une histoire qui est... Quand on dit qu'on est un mouvement d'éducation populaire fondé par des résistants qui se sont rencontrés dans le Vercors, avec cette idée de développer l'esprit critique chez les résistants, parce que plus tard, il faudra reconstruire le pays, il vaut mieux le reconstruire avec des gens qui ont réfléchi et pas uniquement avec des gens qui savent se battre. Donc ça, c'est déjà le premier point qui est quand même lourd en fait, à porter, surtout en 2025, de se dire c'est quoi ça. Donc ça, c'est le premier point marqué par ça. Peuple et Culture, c'est aussi marqué par une
il y a une exigence, il y a quelque chose autour de la notion d'exigence, une exigence intellectuelle, de faire du lien entre l'action et l'intention, entre la réflexion et l'action. Enfin, il y a quelque chose de ce niveau-là de l'exigence. Peuple et culture, c'est un mouvement qui a beaucoup écrit. Enfin, il y a beaucoup de sociologues, d'intellectuels qui sont passés par Peuple et Culture et donc qui ont beaucoup écrit aussi. Il y a aussi des charpentiers qui sont passés par Peuple et Culture et qui ont écrit, mais voilà. Mais donc on est aussi marqué par un mouvement qui a beaucoup formalisé par l'écrit et donc c'est aussi une histoire à porter. Et donc qu'est-ce que ça veut dire en 2025 C'est marqué par sa diversité aussi. Peuple et Culture, alors là, c'est écrit Peuple et Culture en Occitanie, mais il y a Peuple et Culture, des Peuples et Culture avec plein d'associations. Aujourd'hui, il y a une vingtaine d'associations avec des assos qui s'appellent pas toutes Peuple et Culture, des associations qui font du cinéma, de la lecture, du jeu, du théâtre, du cinéma documentaire. Voilà, il y a des associations plutôt en territoires ruraux, périurbains, urbains. Il y a des assos avec que des bénévoles, avec beaucoup de salariés, avec un CA très actif, avec un CA moins actif. Enfin bref, une espèce de mélange d'une grande diversité et qui était déjà à l'époque, enfin je crois, en tout cas en lisant les éléments sur Peuple et Culture. Peuple et Culture, c'est un mouvement où il y avait à l'intérieur, en tout cas ce que j'ai souvent lu sur Peuple et Culture, le plaisir ou des personnes qui étaient à la fois des gaullistes, des cathos, des communistes pouvaient se rencontrer à Peuple et Culture, alors peut-être dans d'autres mouvements d'éducation populaire, se rencontraient plutôt de manière plus clivée. Et il y avait un peu cet aspect-là. Et je pense qu'on le retrouve aujourd'hui. Bon, il n'y a peut-être plus de gaullistes et de cathos et de communistes. Enfin voilà, mais on peut en reparler. Mais par contre, il y a toujours des personnes qui ont des points de vue différents dans Peuple et Culture. Et ça, c'est quelque chose que... Voilà. Et donc, on est aussi un peu marqué par ça. Et il faut le porter. Peuple et Culture, c'est aussi marqué par une volonté d'indépendance. Peuple et Culture a toujours, en tout cas, revendiqué l'idée de ne pas gérer des équipements publics, de ne pas se retrouver à gérer des énormes structures. Et donc, on n'est pas un mouvement de masse. Alors, ça se trouve, donc, ça fait aussi que quand on parle de Peuple et Culture, on a toujours l'impression de ah oui, ça existe encore. Ah, je connais pas, etc. Effectivement, c'est un mouvement qui n'est pas un mouvement de masse. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose je crois, à revendiquer. En tout cas, nous, on le revendique, de dire qu'on est un mouvement qui a plutôt décidé de formaliser des choses et ensuite de le transmettre même dans d'autres réseaux d'éducation populaire et que ces autres réseaux peuvent aussi s'en revendiquer. Voilà, je pense que ça, c'est quelque chose qui est important à Peuple et Culture. Et peut-être un dernier point marquant, en tout cas pour Peuple et Culture, c'est aussi Peuple et Culture est marqué par son histoire franco-allemande et interculturelle. C'est un élément aussi qui est important. Dans les personnes qui ont fondé Peuple et Culture, il y a des personnes, des Allemands qui ont fui le nazisme et qui sont venus en France et qui ont construit aussi tout ce rapport de rapprochement franco-allemand. Alors en 1945, j'imagine en tout cas que c'était très important et symbolique, ce rapprochement franco-allemand. En 2025, on se dit, bon, ça sert à quoi et pourquoi on fait encore du franco-allemand et pourquoi on ne fait pas plutôt du nord-sud, etc. Évidemment, mais c'est en tout cas cette idée de la pédagogie interculturelle et de faire des choses et de se décaler, d'être tout le temps, d'aller voir ailleurs et de se décaler. Ça, c'est quelque chose qui est important à Peuple et Culture. Et donc, voilà, aujourd'hui, Peuple et Culture, c'est un réseau d'une vingtaine d'assos. La dernière asso qui a adhéré, c'est une asso qui est en Guadeloupe, qui s'appelle CKB, qui a adhéré en début d'année, là. Donc, on est aussi un mouvement où, voilà, on n'est pas... c'est pas un musée et c'est pas seulement le gardien du temple de l'éducation populaire. C'est aussi une asso qui vit avec des nouvelles assos qui adhèrent. Et donc, avec cette asso qui a adhéré dernièrement. Et c'est aussi un réseau qui, aujourd'hui, essaie de développer aussi d'autres méthodes d'éducation populaire. On est très marqué aussi par nos méthodes, par l'arpentage et l'entraînement mental, qui sont les méthodes historiques qui sont issues de Peuple et Culture. Mais il y a aussi plein d'aujourd'hui d'autres pratiques, comme l'apprentissage de la langue par les pratiques artistiques et culturelles, la question du travail dans l'espace public, la question des droits culturels. Bref, toutes ces questions, aujourd'hui, on les porte. Et voilà, on n'est pas uniquement une structure qui travaille uniquement sur nos éléments historiques. Et ça, je pense que c'est quelque chose à rappeler dans l'intro. Voilà, on est aussi un mouvement où aujourd'hui, on vit une vraie transition générationnelle dans notre fonctionnement aussi, dans notre rapport aussi aux différentes histoires par rapport à Peuple et Culture. Et tout l'enjeu là des 80 ans et pourquoi on fait les 80 ans et pourquoi il y a cette journée-là qui s'inscrit dans le cycle des 80 ans, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a un enjeu de transition, d'expliquer cette histoire, en fait, d'expliquer ce qu'est Peuple et Culture, d'expliquer ce qu'est l'éducation populaire, et surtout de se réapproprier cette histoire, en fait. Enfin, parce que quand on arrive dans Peuple et Culture en 2024-2025, qu'on a une vingtaine d'années, et qu'on te dit, bah là, tu es dans un mouvement qui a été fondé par des résistants, et voilà, et tu vas reporter cette histoire,
ça me semble un peu compliqué. Évidemment, personne ne l'explique de cette manière-là, mais voilà, on est là-dedans. Mais donc, c'est quand même d'arriver à faire le lien, en fait, et d'arriver à confronter cette pensée historique avec la pensée d'aujourd'hui, et de s'autoriser aussi à réquestionner les choses. Aussi parce que là, on arrive à une génération qui n'a pas connu les fondateurs de Peuple et Culture. Les nouvelles personnes qui arrivent dans Peuple et Culture sont des personnes qui n'ont pas connu les fondateurs. Donc, on a une autre légitimité à construire, et donc, il faut arriver à s'autoriser à re-questionner un peu les choses. Et c'est tout l'objectif du cycle là. Donc, il y a 7-8 rencontres un peu partout en France qui vont être organisées, qui ont commencé dès l'année dernière, puis à Grenoble et aujourd'hui à Montpellier, et après ça continue. Et avec cet enjeu de transmettre, de s'ouvrir et aussi de s'allier avec d'autres. En fait, Peuple et Culture a un enjeu aussi à s'allier avec d'autres. Voilà, ça c'est aussi quelque chose qui est important. Et peut-être pour finir, une des phrases importantes de Peuple et Culture, c'est aussi de agir et penser dans la complexité. Et on pense que oui, ça fonctionne encore bien aujourd'hui. Et voilà, on a un enjeu aussi, nous, à arriver à porter aussi cette complexité et d'assumer aussi que oui, on n'a pas toujours toutes les réponses. C'est parfois un peu brouillon et un peu cafouillis, mais c'est aussi notre manière de faire. Et surtout, voilà, on n'a pas toujours la réponse. Je suis Lynn Coulson et je dirige à Montpellier la boutique d'écriture, mais sinon je suis membre du conseil d'administration nationale de Peuple et Culture. Donc si je prends la parole là, c'est aussi en tant que vieille dame qui a connu Peuple et Culture de l'intérieur depuis le début en Occitanie. Je voulais juste commencer peut-être... Voilà, je vais commencer par une anecdote. Pourquoi moi je suis rentrée à Peuple et Culture ? J'ai assisté à une assemblée générale où j'ai vu René Monségur, qui était le secrétaire général à l'époque, et je remercie Monique d'être présente avec nous aujourd'hui. Donc René s'engueulait comme du poisson pourri avec Jean-Raoul Pampouri, qui était un salarié de Peuple et Culture. En pleine assemblée générale, sur une question de fond, ils se sont vraiment mis engueulés comme des malpropres. Et je me suis dit, tiens, une boîte où il y a un salarié qui peut se friter avec son directeur en pleine assemblée générale sur une question de fond, ça m'intéresse. Ça a l'air un peu moins aliéné qu'ailleurs. Voilà. C'est très personnel, mais je vous donne la raison qui a fait que je me suis dit, tiens, je vais aller voir de plus près. Il y a des volontaires aujourd'hui ? Voilà. Non, mais je trouve ça très important à notre époque où dès qu'on essaie... Maxime parlait de la nécessité de maintenir des points de vue différents, de la confrontation critique, etc. Aujourd'hui, dès qu'on n'est pas d'accord, on est méchant. Ça complique la réflexion quand même, hein. C'est pas pour dire, mais voilà. Hein. Donc chaque fois qu'on n'est pas d'accord, il faut mettre plein de doudous, prendre un petit lapin avec les oreilles roses et mettre des petites fleurs. Et puis du coup, on a oublié ce à quoi on pensait. Voilà. Peuple et Culture, donc pour moi, c'était ça. Alors peut-être très rapidement, comment ça s'est fait, Peuple et Culture. C'est une bande de mecs, là aussi, il n'y avait pas trop de parité. Hein. C'était une bande de 4 mecs qui sont descendus de Grenoble. Donc il y avait René Monségur, que certains d'ici ont connu. Il y avait Richard Massia, il y avait Daniel Alvernia, et il y avait Constant Kémakis au démarrage. Et Jean-Luc Menu. Oh, merci Monique. Voilà. Juste, il y a la préhistoire. Il y a eu une association Peuple et Culture en 66. Voilà. Mais elle était éphémère. Alors après, sur tout l'historique, je vous renvoie à tout le travail fait justement par mes petits camarades de IPEC qui ont fait un gros travail d'archives et de récolte. Voilà. Je voulais juste dire 2-3 trucs rapidement. Moi, ce qui m'a vraiment marqué dans ces 30 ans dans Peuple et Culture, c'est le fait qu'il y avait effectivement un esprit de liberté, une joie, tu le disais, un plaisir, hein, et surtout une liberté de penser, une liberté d'essayer, une liberté de prendre des risques, et une liberté toujours conjuguée avec une exigence et un sens de responsabilité. C'était pas de la liberté au sens où ouais, je m'amuse, c'est fun, je fais ce que je veux, hein, mais c'est de dire pourquoi pas. S'il faut y aller, on y va et on prend des risques.
Ce qui a donné des accroches avec des politiques locaux, par exemple, qui n'ont pas toujours été d'accord avec ce qu'on fabriquait et qui nous l'ont signifié en nous coupant les vivres. Mais où là encore, on s'est toujours dit, ben oui, bon, et alors, après tout, hein, les maquis, ils n'étaient pas subventionnés par Pétain. Hein. Alors, c'est pas parce qu'il y a un élu à qui ça ne plaît pas ce qu'on fabrique qu'il faut qu'on s'arrête. Hein. Donc ça, c'était très important, cette question de la liberté. La deuxième chose qui me semble-t-il était très importante, c'était ce que tu disais aussi, c'était la confrontation de plein de milieux différents. Peuple et Culture a travaillé avec les squats. Peuple et Culture a fait beaucoup d'échanges internationaux. Il y avait beaucoup d'artistes qui ont traversé Peuple et Culture en Occitanie, comme beaucoup d'artistes ont traversé Peuple et Culture au plan national. Il y avait un travail avec des jeunes, plus ou moins en insertion. Je me souviens que là aussi, ça a été un débat dans Peuple et Culture. Faut-il y aller? Faut-il pas y aller? Est-ce que c'est notre job d'adapter la main-d'œuvre aux besoins du marché du travail? Ben non, c'est pas notre job. On va quand même pas fournir de la chair à pâté pour pousser les caddies à Carouf. Oui, bon, d'accord, mais en attendant, les jette dans la merde. On a peut-être les mains pures, mais on bosse pas tant que ça avec eux. Donc, est-ce que c'est pas une manière de bosser avec eux? Voilà. Donc, toutes ces angles-là de politico-pédagogico-artistiques étaient extraordinairement importantes. Et ça reposait sur des personnes, sur l'engagement absolument passionné de personnes. Dans Peuple et Culture, les salariés, ça ne s'appelait pas des salariés au départ, ça s'appelait des permanents. Hein? L'idée d'un permanent, c'est un militant qui est payé pour avoir le temps d'être militant à plein temps. C'est ça, permanent. Hein. Et je me souviens que quand la convention collective des métiers de l'animation s'est mise en place, c'était compliqué à Peuple et Culture, parce qu'il fallait rentrer dans un moule et qui suscitait des tas de discussions. Est-ce que c'est vraiment juste que dans Peuple et Culture, ceux qui ont un diplôme, ils soient payés plus que ceux qui ne l'ont pas? Est-ce que c'est vraiment juste? Est-ce que c'est vraiment normal? Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Et pourtant, c'est ce que la Convention impose. En même temps, c'est bien qu'il y ait des conventions. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin, mais juste dire que Peuple et Culture en Occitanie, ça a été pendant 30 ans des formes très diverses, des ateliers pédagogiques personnalisés, du travail avec des squats, des échanges internationaux, de très grands projets culturels et interculturels, notamment autour de la Méditerranée. Ça a été aussi des gens qui s'investissaient comme salariés, d'autres qui s'investissaient comme bénévoles et comme militants. Mais ça a été aussi des partenaires institutionnels qui s'investissaient, qui étaient capables de comprendre la prise de risque, qui étaient capables de comprendre qu'on leur dise « on est là dans un projet qui est un projet de création, donc on invente quelque chose dont on ne saura vraiment ce que c'est qu'une fois qu'on l'aura fait ». C'était pas non plus une époque où nos partenaires exigeaient qu'on ne soit que dans des dispositifs complètement normés, où on sache dès le départ ce qu'on va fabriquer et on vérifie ensuite avec le cahier des charges la conformité du produit fini. Voilà. Donc ce que j'espère, c'est qu'aujourd'hui, tel qu'on est à Peuple et Culture, tel que les nouvelles associations nous rejoignent, nous pourrons garder cet esprit de liberté, cet esprit d'indépendance, ce souci de la contradiction et de l'ensemble des milieux, y compris les plus précaires et les plus marginaux, et puis cette collaboration entre notamment des artistes, des professionnels et quelques partenaires institutionnels qui comprennent autre chose que des cahiers des charges. Voilà. Comme je n'ai pas introduit vraiment, il y a deux petites choses que je voudrais rajouter. D'abord sur l'histoire. Lorsque, en 82, je rencontre l'équipe de Peuple et Culture qui s'installe ici à Montpellier, on ne me fait pas la leçon de les résistants qui ont écrit ce manifeste, etc. Peuple et Culture est là, c'est là. Puis on est tout le temps direct dans l'activité, dans le présent, etc. Bon, aujourd'hui, voilà, ça fait 80 ans. Et alors, c'est vrai qu'on peut raconter cette histoire d'une manière un petit peu presque obséquieuse. Pas pour en faire les funérailles, mais dire, ah, les résistants, ça impressionne. Moi, je dois dire que, je sais pas, j'essaie d'imaginer. Et je me dis, waouh, mais c'était quoi en 1944, dans le Vercors, au moment où l'armée nazie avait entrepris une opération de conquête de ce territoire de résistance. Quand 4-5 personnes
Alors je me dis, j'imagine, j'en sais rien, il se planquait où? Dans une grotte, dans une ferme, etc. Et après avoir combattu ou s'être planqué dans la journée, le soir, peut-être à la lumière d'une bougie, waouh, ils phosphorent. Et ils écrivent ce qui va être ce manifeste publié en 1945. Ça, peut-être il faudrait, comme j'ai plus le nom de cette autrice qui a fait cette bande dessinée récemment sur toute l'histoire du remembrement, notamment en Bretagne, Champ de bataille. Peut-être il faudrait une bande dessinée pour raconter ça aux plus jeunes, quoi, sans que ce soit intimidant, sans que cette histoire soit intimidante. Ah, la résistance, machin. Non, mais concrètement, enfin, je veux dire, moi, je trouve ça, j'ai juste envie de dire waouh, et de fêter cette histoire, ce courage, dont on est héritier, volontaire ou pas, donc on est dépositaire, donc on est responsable de transmettre quelque chose de ça. Encore une fois, pas d'une façon, je mets la médaille obséquieuse, etc. Mais waouh, mais c'est voilà. Et puis la deuxième, alors une chose voilà, quand j'ai rencontré Peuple et Culture ici, j'avais 24 ans. Et par rapport à ce que tu as dit, Lynn, c'est aussi quelque chose qu'il faudrait souligner. J'avais un peu peur aujourd'hui qu'on soit juste entre vieux. Mais je vois qu'il y a voilà, aussi de la jeunesse, il y a beaucoup de jeunes, et on peut être à la fois vieux et jeune d'ailleurs, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais ce que je veux dire, c'est quelles sont aujourd'hui les structures, associations ou autres, qui sont capables, quand vous avez 24 ans, de vous donner un encouragement, une confiance pour risquer, pour commencer quelque chose. Et voilà, enfin moi personnellement, j'ai eu cette chance-là avec Peuple et Culture, et voilà, je trouve que c'est quelque chose de précieux qui je pense, se continue aujourd'hui. Et la dernière chose, une chose qu'a dit Maxime, à laquelle je n'avais pas pensé auparavant, le fait que Peuple et Culture n'ait pas cherché à comment dire, avoir la responsabilité de lieux institués. Et là, je me dis, mais c'est vrai, tiens, contrairement à, par exemple, la Fédération Léo Lagrange, à la Fédération des œuvres laïques, à ma connaissance, Peuple et Culture n'a jamais géré de Maison pour tous, ni même de MJC. Ce qui est d'une certaine manière peut-être une fragilité, notamment en termes de financement, parce que c'est plus toujours on finance du bâti, quoi. Il faut que ça se voit. Et en même temps, c'est une force, c'est-à-dire d'être toujours resté avec l'énergie d'un mouvement qui se remet perpétuellement en cause, qui ne se fiche jamais dans la gestion d'un patrimoine. Donc je me dis, waouh, là, il y a peut-être quelque chose à penser. Et juste, dernière histoire pour finir, parce qu'on a parlé des relations, effectivement, les relations franco-allemandes, l'OFAGE, enfin, c'était même une des sources de financement, hein, des activités de Peuple et Culture, à l'époque, peut-être encore aujourd'hui. Mais il y a eu aussi je me souviens de cette époque à Montpellier, où il y avait eu un partenariat, un échange avec une association de jeunesse à Barcelone, qui s'appelait la Bruixola. C'était tous des jeunes anarchistes. Et ils n'avaient pas de lieu, etc. Mais ils faisaient toutes sortes de pratiques artistiques ou autres. Et voilà, ils sont venus à Montpellier. Après, on est allé les voir à Barcelone. Et ça a été le début, pour moi, d'une naissance d'une histoire d'amour avec Barcelone. Hein, mais voilà, il y a eu aussi tous ces échanges-là qui, je ne sais pas comment on peut les évaluer ou dire qu'est-ce qu'ils représentent, comment on peut je sais pas, les quantifier, mais qualitativement, en tout cas, il y a quelque chose dans toute cette dynamique d'échange qui est très riche. Bonjour, je m'appelle Gis. J'ai joué quelques petits intermèdes, mais une petite introduction toute petite, légère, un petit morceau participatif. Dans un deuxième temps, c'est à force d'avoir la tête trop penchée vers le bas que je me suis rendu compte que j'avais des pieds et que je pouvais m'abonner à Peuple et Culture gratuitement depuis 80 ans, et que peut-être que je peux entreprendre pour avancer comme dans la chanson et faire ce premier pas. Déjà petit, raconte pas,
Et puis après, plus tard, ne recompte pas sur moi pour refaire de faux. Là où je fus coupable des 400 coups et qu'au pas descend pas de la peine. Mais je m'agrippe pas, rapa. Quand je dérape pas, regroupe pas mes mots en émoi pendant 50 mois pour m'en sortir et partir. Jouer de la musique, de mon repas à la pampa comme Frank Zappa. Hop! Parce que c'est déjà bien de prendre son pied, surtout lorsqu'on en a. Dans l'optique d'avancer tout droit, de gauche à droite, c'est con et mathématique. J'ai le compas dans l'œil, la prison en deuil, bon pied, bon oeil, mais sympathique comme à la Sainte-Patrick. Quoi, qu'est-ce qu'il y a dans avec ton appareil? Tu dis qu'on n'est pas pareil, tu peux taper, tant pis, ramène tes topos, mais je parie dans son tapette, ta mère, ça parle au stopo, s'il te plaît. J'aimerais que tu fasses le premier. J'aimerais que tu fasses le. J'aimerais que tu fasses le premier. J'aimerais que tu fasses le premier pas. Ah. Ah ça, moi ça va. À l'envers, à l'endroit, sous le capot, j'ai des sous. Peu. Le bon cap, envers l'an. Le premier acte me permet d'avancer dans mon futur proche présent. D'un deuxième, je repousse mon présent dans le C en D. Sans. En essuyant un peu mon ancien temps sur ton Yasson. C'est pas une question, une réponse, mais une réponse avant ta question. Hein? Car il est ainsi possible d'ouvrir des portes de l'intérieur juste en se remuant un peu plus du postérieur. C'est sûr qu'en partant, on risque de périr. Je te jure qu'en restant sur place, on ne peut que pourrir. Hein? J'en fais deux, oui, parce que je suis... Comme toi. 0,23 s'envole avec des... Mi-pète vers des... Mier. 1. C'est tendre une main sans attendre de main. C'est tendre l'oreille pour me se frayer un chemin. Oh. Voilà, et en galopant, en prendre son élan et du bon temps. En même temps, s'envoyer en l'air en sautant. Si. T'es comme moi, t'es génération 70. Conçu sur la disco. Toujours. 1. Pour avancer, percuter, comment ne pas se percuter? C'est un petit plat pour l'homme et la femme, un grand repas pour l'humanité. J'aimerais que tu fasses le premier. Yeah.